Oui, monsieur le ministre, vous dites finalement qu'on parle de présomption de salarié ou présomption d'indépendance. Il y a une différence de portée juridique que très limitée. Non, c'est l'inverse. C'est radicalement deux stratégies totalement différentes. La présomption de salariat signifie quoi? D'abord, la position du Parlement européen, c'est pour une présomption réfragable de salariat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les travailleurs des plateformes sont considérés comme devant être requalifiés en salariés parce que l'ensemble des décisions de justice attestent bien qu'ils sont dans un rapport de subordination. Vous avez rappelé les décisions de la Cour de cassation, celles qui ne sont pas en faveur de la requalification en salarié, c'était faute comment dire, de travailleurs auditionnés dans le dossier, mais pas sur une position de fond. Bien. Donc une présomption de salariat ferait que l'ensemble des salariés seraient requalifiés en salariés, sauf si la plateforme amenait la démonstration qu'ils sont dans un rapport d'indépendance. Donc c'est radicalement différent que votre position qui est de plaider pour la présomption d'indépendance ou pour l'augmentation de critères à un nombre tel qu'on revient à la situation actuelle où c'est chaque travailleur qui doit faire la démarche au prud'homme. Donc c'est bien différemment. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Que pensez-vous de cette exigence démocratique au nom de l'article 50 alinéa 1 qu'il y ait un débat assorti d'un vote à l'Assemblée nationale sur la position de la France sur cette directive présomption de salariat, ou bien l'absence de vote va-t-il devoir être considéré par l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce pays finalement comme pire qu'un énième 49.3, puisqu'il n'y aurait même pas de débat, non seulement pas de vote, mais même pas de débat. Deuxième question. Vous avez beaucoup, à juste titre, présenté les responsabilités qui sont les vôtres en tant que ministre du Travail concernant le travail notamment de l'inspection du travail. J'ai plusieurs questions à ce sujet. Nous avons, lors de l'audition de la Direction générale du travail, bien compris que c'était extrêmement chronophage pour les inspecteurs de l'URSSAF, comme pour les inspecteurs du travail, de mener les actions de contrôle. Monsieur le Président rappelait dans son intervention préliminaire qu'il y avait une augmentation des effectifs dernièrement. Or, les syndicats nous font état sur ces 10 dernières années d'une baisse de 20% des effectifs de l'inspection du travail, alors même qu'il faudrait bien plus de monde. Vous venez de nous dire qu'un plan national de lutte contre le travail illégal avait été mis en place 2023, 2025, 2033, 2027. Or, ce que nous comprenons, c'est qu'à partir de ce dernier présenté lundi, que la question des plateformes est véritablement ciblée. Car dans le PNLTI antérieur, la question du travail, de la situation particulière des plateformes n'a pas été abordée. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune impulsion des gouvernements précédents sur ces 10 dernières années, aucune impulsion pour cibler véritablement l'impact des plateformes dans le mépris, le piétinement du Code du travail, et aucun, du coup, moyen afférent, c'est-à-dire formation, méthodologie, pour accompagner les inspections du travail et les inspecteurs de l'URSSAF à exercer leur travail. Et d'ailleurs, les décisions, les contrôles qui ont pu être opérés, à chaque fois, se sont faits à l'initiative d'inspecteurs du travail et non pas sous l'impulsion nationale. Qu'avez-vous à répondre à cela? Et je voudrais aussi attirer votre attention. Nous avons, dans le cadre de notre rôle de commission d'enquête parlementaire, sollicité le BPI France pour savoir les moyens qui avaient été alloués, alors souvent en prêt d'amorçage, mais parfois en subvention, donc de l'argent public, à des plateformes. Bien, et nous réalisons que des plateformes, par exemple comme Mediflash, ont pu recevoir presque un demi-million d'euros de prêt d'amorçage investissement, 450 millions d'euros qui ne sont pas remboursés. Nous avons par exemple Brigade qui a touché plus de presque 4 millions d'euros, des sommes quand même colossales. Or, ces plateformes-là, il y en a d'autres. Il y a Frishti, il y a Staffme, il y a Freenao. Or, pour reprendre Brigade et Mediflash, on se retrouve avec des plateformes qui, pendant le Covid, ont mis en avant la mise en relation entre des travailleurs sous statut indépendant, comme des aides-soignants, et des établissements publics médico-sociaux, comme des EHPAD. Or, Madame Borne, lorsqu'elle était ministre
du Travail avant vous, et le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, avait été très clair dans un courrier pour expliquer qu'en fait, il n'était pas possible et pas légal, en fait, qu'il y ait des aides-soignants en statut d'auto-entrepreneur, par exemple dans un EHPAD, parce qu'ils devaient être dans un rapport salarial, car sous la responsabilité notamment des infirmiers et infirmières. Qu'avez-vous à répondre à cela? Comment se peut-il que dans un même gouvernement, on ait une main qui donne, par prêt d'amossage, des sommes conséquentes à des plateformes qui vont faire en fait une mise en relation illégale et considérée comme illégale par deux ministres déterminants vis-à-vis du droit du travail? 3 points pour être aussi exhaustif que possible. D'abord sur la question présomption d'indépendance, présomption de salariat. Je vous laisse, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais à votre appréciation des deux modèles. J'ai dit comment la loi organisait les choses, quelle était la position de la France par rapport à la directive européenne et le fait que nous faisons confiance à la fois au dialogue social pour la création de droits, mais aussi aux juges pour la requalification des statuts. Et l'ensemble des positions que j'ai défendues devant vous, dans mon propos liminaire comme dans la première réponse, relève finalement de la stricte application des votes intervenus au Parlement et des décisions qui ont été prises, à la fois sur la question des plateformes particulièrement et sur la question du droit du travail en général. Deuxième chose, sur l'article 50-1. Je considère à titre personnel que le Parlement a déjà beaucoup débattu de la question des plateformes. C'est la loi de 2016. Ça peut ne pas vous plaire, Madame la rapporteure, mais je compte sur vous pour pouvoir tordre mes propos dans une capsule vidéo, comme vous l'avez fait avec les propos du directeur général du travail. Ouais, ben voilà, vous venez de dire, Madame la rapporteure, que vous alliez tordre mes propos. Je pense que c'est intéressant pour le compte-rendu. Et je pense que le Parlement a déjà beaucoup débattu. Je ne reviens pas sur les différentes étapes. Je dis simplement que s'il devait y avoir un débat au titre de l'article 50-1 avec un vote, cela relève d'une décision du gouvernement, dans sa collégialité, sous l'autorité du Premier ministre, et qui ne revient pas à un ministre, dans l'exercice de ses fonctions particulières, de prendre une telle décision. Sur la question de l'inspection du travail, et avant, pardonnez-moi, sur la question des soutiens apportés par BPI France. C'est un champ qui n'est pas dans ma responsabilité, mais je ne trouve pas anormal ni absurde qu'il y ait un certain nombre de start-up et de sociétés qui soient aidées et boostées, pardon pour l'anglicisme, par BPI France dans le cadre de ses compétences, mais il ne me revient pas de porter un jugement ou une évaluation dans la mesure où ça ne relève pas de mes responsabilités. Je peux vous dire par contre que sur une plateforme que vous avez évoquée et qui a pu donner lieu à des débats et même à des appréciations qui peuvent a priori sembler divergentes, un certain nombre de contrôles sont en cours. Des contrôles menés à la fois par l'URSSAF, par l'inspection du travail, pour voir comment doivent être qualifiées les relations tant avec des travailleurs du secteur médico-social que dans la mise à disposition de ces travailleurs auprès d'établissements de santé, avec en tête le fait que les conditions de travail, notamment le choix des horaires de travail, sont peut-être plus difficiles à laisser à la seule appréciation des travailleurs concernés, dans la mesure où c'est une organisation très collective et qui sont arrêtés. Enfin, sur l'inspection du travail, j'ai en tête la question que vous m'avez posée le 1er mars, qui portait sur un cas particulier. Et donc, permettez-moi de revenir sur ce cas particulier pour répondre à votre question. Ce cas particulier concernait le fait que l'inspection du travail était saisie de la situation de travailleurs recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle à une plateforme de mobilité. Et l'inspectrice du travail a, au regard des éléments apportés, décliné sa compétence et donné suite à la demande dont elle était saisie en informant le plaignant de l'état du droit applicable et en l'invitant à se rapprocher, le cas échéant, du Conseil des prud'hommes. En l'espèce, le plaignant sollicitait une intervention de l'inspection pour obtenir des masques de protection contre le Covid. L'inspection du travail, au sein des plateformes de mise en relation, je l'ai dit tout à l'heure, vérifie la réalité du statut du travailleur indépendant. Et si elle considère que ce statut n'est pas un statut d'indépendance, elle donne toutes les conséquences juridiques et elle engage les suites qui lui paraissent les plus appropriées, sachant que ces suites sont décidées par l'inspection, en indépendance, et en application des seuls principes directeurs fixés par les priorités élaborées et énoncées par le directeur général du travail. Le plaignant, en tout cas le requérant, a considéré que cette décision, qui consistait à décliner la compétence de l'inspection du travail, devait être contestée. Le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande et les services de la Direction générale du travail font appel, en considérant que notre inspectrice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et en procédant de la manière dont elle l'a fait. Et en rappelant que la protection des prérogatives de l'inspection du travail est essentielle à son exercice, puisque si nous laissions cette décision sans appel, et si cette jurisprudence venait à prospérer, cela signifierait qu'un tribunal, qu'une autorité juridictionnelle pourrait décider de diligenter ou d'ordonner que soient diligentés des contrôles de l'inspection du travail. C'est contraire à la Convention internationale de l'OIT.
C'est la raison pour laquelle, à la fois parce que nous considérons que notre inspectrice a réalisé son travail et que sa décision n'est pas susceptible de recours, que nous la défendons. Et la seconde raison, parce que nous défendons le cadre international et donc l'indépendance du fonctionnement de l'inspection du travail, comme c'est ainsi prévu. Dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal de 2020 à 2022, ont été mises en place des formations annuelles au sein de l'Institut national de formation des inspecteurs du travail sur ces questions relatives aux plateformes. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu d'initiative, qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. L'inspection du travail rencontre, il est vrai, un certain nombre de difficultés. Tout le monde les connaît. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet lors de l'examen de la mission budgétaire concernant le ministère du Travail. Nous avons un nombre d'agents de contrôle qui est passé de 1950 ETP à 1674 et nous connaissons un taux de vacances de 15 à 16%. Nous avons lancé des recrutements plus importants. J'ai renouvelé un certain nombre de décisions prises par ma prédécesseur dans ses fonctions de ministre du Travail, à la fois pour autoriser des recrutements par détachement, pour autoriser le recrutement contractuel, évidemment sur des missions qui ne relèvent pas du statut et des missions que je qualifierais de régaliennes, pardon si le mot est impropre, mais en tout cas réservées au corps strict de l'inspection du travail. Et nous avons un nombre de recrutements prévus dans le cadre du PLF 2023 qui s'élève à 300 pour l'année 2023. Ça n'a jamais été atteint jusqu'à présent. Et nous avons par ailleurs, c'est une information qui est positive, un nombre d'inscrits au concours et de recevables au concours qui tend à augmenter, ce qui nous donne bon espoir d'atteindre cette cible de 300. En tout et pour tout, les recrutements lancés en 2021 et 2022 vont permettre de voir l'arrivée dans les services de 441 agents d'ici début 2024, et les recrutements que nous avons ouverts cette année avec 300 recrutements nous permettront de compléter, de faire face au départ et à une pyramide des âges qui est ce qu'elle est. Mais aussi, c'est l'objectif que nous poursuivons, de retrouver un taux d'occupation de l'ensemble des postes ouverts au sein du système d'inspection du travail qui nous permettent d'effacer cette situation de vacances. Cela passe par d'autres mesures, évidemment, sur lesquelles je ne reviens pas, je ne crois pas que ce soit l'essentiel de votre commission, mais notamment des mesures d'attractivité. J'ai ainsi procédé à une première revalorisation indemnitaire du corps des inspecteurs du travail, en privilégiant notamment les responsables d'unités de contrôle. Et dans le cadre du PLF pour 2024, je défends aussi de nouvelles mesures qu'on qualifie parfois de catégorielles pour améliorer les conditions d'exercice des inspecteurs.